Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du Zero Shot classification dans le contexte du NLP, dans le contexte du traitement statistique des données textuelles. Voilà, Natural Language Processing. Ok, alors quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'évolution dans notre domaine. Voilà, c'est l'existence des modèles préentraînés, voilà, qui prennent une place de plus en plus importante. Faisons un petit parallèle rapide, plus ou moins. C'est à nous de voir si c'est intéressant ou pas. Par exemple, si je fais un parallèle avec les voitures, par exemple, dans notre domaine à nous, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on construisait la voiture d'abord en lien avec ce que nous souhaitons faire, et ensuite on conduisait la voiture. Voilà, très bien, en lien avec ce que nous souhaitons faire. Là, ce qui change, c'est qu'on a des modèles préentraînés, voilà, qui sont prêts à l'emploi. Voilà. On a des voitures préentraînées, préconstruites, prêtes à l'emploi. Et c'est à nous de l'utiliser dans notre domaine spécifique. Alors on se dit, ouh là là, c'est quand même, enfin ça interroge beaucoup, hein, parce qu'il y a des gens qui disent justement que du coup, maintenant data scientist c'est plus nécessaire parce que les modèles qui peuvent entraîner existent déjà, il y a plein de LLM, il y a plein de trucs, voilà, donc nous on n'a plus besoin de construire les modèles parce qu'ils sont faits déjà. Bon, déjà les modèles ont été construits par des data scientists, donc il faut toujours des data scientists, très bien. Et puis, il n'en reste pas moins qu'il faut avoir une certaine expertise quand même sur ce que nous manipulons. Je prends un exemple très simple. Vous avez une Formule 1 qui marche très bien sur circuit, voilà, qui est excellent. Vous pouvez pas l'utiliser pour faire le Paris-Dakar, hein. Dès la première dune, elle va être ensablée, votre Formule 1. On est d'accord là-dessus. Donc, ça interroge quand même. Il faut qu'on ait une forme d'expertise. Et même plus loin que ça, si on comprend pas ce qu'on manipule, voilà, au moins d'un problème, bah, on sait plus quoi faire. Vous avez une voiture, elle marche très bien. Voilà, et du jour au lendemain, boum, elle s'arrête et vous avez de la fumée qui sort du capot. Vous connaissez rien, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à vérifier la pression des pneus. On peut attendre longtemps comme ça, on est d'accord là-dessus. Ah, Donc, il n'en reste pas moins que c'est une évolution, une révolution, je sais pas, mais c'est un aspect très important aujourd'hui qu'on ne peut pas négliger. Alors, ces modèles préentraînés-là sont disponibles sur Internet, hein. Il y a un dépôt, un des plus célèbres, c'est Hugging Face, voilà, qui est là. Donc, on clique dessus, on voit bien, ils vous disent, voilà, on a des modèles préentraînés dans différents domaines, multimodal, dans le traitement des données images, enfin images ou vidéos, ainsi de suite, voilà, dans le données textuelles, voilà, audio également, ainsi de suite. Très bien. Donc ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, nous, on va s'arrêter justement à ce modèle-là, Roberta Largeminelli. Vous avez la description et tout ça, mais j'en reparlerai tout à l'heure. J'en reparlerai tout à l'heure. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut parler du zero shot classification. Alors, zero shot classification, l'idée c'est la suivante, c'est que vous prenez un modèle préentraîné qui a été construit dans un contexte que vous maîtrisez plus ou moins par des plus ou moins généralistes. Votre modèle préentraîné, on ne sait pas très bien, hein, il faut lire la doc pour le savoir exactement, hein. Donc c'est pour ça on peut pas passer à côté de ça. Il faut absolument lire la doc pour savoir dans quel contexte ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on peut l'utiliser. Donc vous avez des cas d'usage qui sont là, très bien. Et une fois que vous avez ce modèle préentraîné là, vous allez l'utiliser pour classer vos données dans votre domaine très spécifique à vous. Sans apprentissage. Sans apprentissage. Donc, il parle un peu ici, c'est une forme d'instance de transfer learning, mais en fait, c'est du transfert d'application en réalité, hein. Il n'y a pas d'apprentissage du tout. C'est juste un transfert d'application. C'est ça l'idée, hein. Et on espère que ça marche. Et ça marche plutôt bien, pas mal en fait. Pourvu qu'on sache l'utiliser correctement. C'est ça surtout. C'est ça surtout. Mais c'est quand même assez hallucinant, hein. C'est quand même assez hallucinant. Très bien. Alors, bah, du coup, je me suis dit, bon, très bien, j'en vois ben, des gens qui en parlent, très bien. Je me suis dit, bah, faut que je regarde ça. De toute manière, dans mon cours de NLP, hein. Donc voilà, je fais un cours de NLP à l'université, text mining, j'appelle ça. Très bien. Euh, bon, on est plutôt sur de la construction de modèles nous-mêmes, parce qu'on est plutôt dans la partie, et c'est nous qui construisons des modèles, parce que c'est notre spécialité, c'est notre savoir-faire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi qu'on sache utiliser les modèles préentraînés pour pouvoir les exploiter au mieux, hein. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'avais fait une série playlist également de deep learning, où je parlais notamment de transfer learning. Donc là, on n'est pas dans, enfin, on est dans une forme de transfert learning, mais on est dans un transfert d'application, hein. L'idée, c'est ça, hein, c'est que j'ai un modèle construit
dans un contexte particulier qu'on ne connaît pas, hein, plus ou moins généraliste, et on veut prendre ce modèle-là, préentraîné, pour l'appliquer dans notre domaine à nous. Voilà. Sans adaptation. Directement l'utiliser. Bon, on va voir si ça marche. Alors bien sûr, il fallait trouver des packages pour l'utiliser, hein, voilà. Et parmi les packages que j'ai trouvé intéressants, il y en a un que j'ai trouvé pas mal, c'est Transformers, qui est là, hein. Voilà, ce package-là est disponible sur Internet, donc je l'ai installé tout simplement. J'ai créé un fichier d'environnement, voilà, et j'ai utilisé Transformers, qui est là, et ça correspond exactement à ce qu'on veut faire. Alors Transformers, c'est un package en fait qui utilise de manière sous-jacente des librairies de deep learning. Donc il peut utiliser, voilà, soit JAX, soit PyTorch, soit TensorFlow. Alors, dans un premier temps, j'avais fait un test avec TensorFlow, ça a marché, ça a très bien marché même, mais j'ai eu un warning qui m'a dit, attention, les modèles ont été construits par PyTorch, et donc il faut qu'on adapte un peu les poids pour qu'ils soient compatibles avec TensorFlow. Voilà, ce que j'ai eu comme bien chargé de warning. Du coup, je me suis dit, bah non, c'est pas bon là. Du coup, enfin, si, c'est bon, ça a marché, mais je me suis dit, pour simplifier, pour que ce soit plus lisible, ce que je suis en train de faire, je vais utiliser directement une librairie de PyTorch. Voilà. Très bien. Donc, j'ai créé un environnement. J'ai créé un environnement et cet environnement-là est très important, où il y a un transformer, c'est tous les librairies associées. Il sera disponible sur ce site-là, hein. Donc sur ce site-là, à chaque fois que j'ai fini une vidéo, voilà, je mets ici le titre de la vidéo, voilà, avec les différentes informations. Ensuite, je mets la description que je mets sur YouTube, hein, et vous avez accès à la vidéo, bien sûr, mais vous avez accès à tous les outils qui m'ont permis de créer le tutoriel. Donc vous avez le notebook, vous avez les données et vous avez le fichier d'environnement. Alors regardons vite fait le fichier d'environnement, hein, pour qu'on voit bien ce qu'il y a derrière. Donc il est là, le fichier d'environnement. Je regarde rapidement. Voilà. Alors déjà, j'ai pris Python 3.10. Voilà, il est où Python là? Il est là. Voilà. Parce que sur la doc de Transformers, ils m'ont dit, nous, on fonctionne jusqu'à Python 3.10. J'ai fait un essai à 3.11, ça a marché aussi, mais bon, à Rome, faisons comme les Romains. Ils disent 3.10 là, j'applique 3.10. J'essaie d'être simple parfois, hein. Très bien. Ensuite, une fois que c'est fait ça, dans mon environnement, hein, voilà, j'ai installé Transformers, qui est là, et le backend, le moteur, justement, j'ai récupéré ici Torch. Voilà. Ensuite, il a installé toutes les dépendances. Donc, ce fichier YAML là, je le mettrai en ligne. Je le mettrai en ligne, hein. Ça vous permettra, vous, de reproduire à l'identique ce que je fais. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, j'ai plus d'autres choses à dire. Bon, sur le site de Transformers, hein, voilà, il y a plein de cas d'usage, hein. Donc c'est là que je me suis inspiré, hein. J'ai regardé tout ce qu'il faisait ici. Voilà, j'ai appliqué tout simplement. J'ai appliqué. C'est pas mal, hein, même dans l'audio. Ça me donne des idées à faire, ça, hein, de projets à demander à mes étudiants, là. Traitement des données audio, c'est pas mal, hein. Il y a aussi les traitements vidéo, images, ainsi de suite, bien sûr, hein. Voilà. On peut y passer des journées entières. Moi, j'ai passé plusieurs jours à regarder en détail, voir, à délimiter dans quel, voilà. Et là, justement, je vais faire une série de vidéos sur ces modèles préentraînés là, justement. Allons-y alors. Donc, moi, voilà, j'ai commencé là et je suis prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'affiche la version de Python. Ok, c'est la 3.10.15. Ensuite, j'affiche la version du package que j'ai utilisé, 4.46.3. Tout ça est décrit dans le fichier d'environnement, on est d'accord là-dessus. Ensuite, je charge le pipeline qui va me permettre de définir le gyroshot de classification, hein, donc ce modèle-ci, hein, en utilisant ce package-ci. Très bien. Alors, bien sûr, il faut qu'il ait un modèle préentraîné. Alors, au départ, j'avais pas mis de modèle préentraîné, hein, j'ai fait que ça. Voilà, j'ai fait que ça. Voilà. Et il est allé chercher un modèle par défaut. Et le modèle par défaut qu'il a fait, c'est celui-là. Donc Roberta Largeminelli, donc je suis allé voir sur Internet ce que c'est, hein. Donc ça a duré un peu longtemps, le chargement, parce qu'il est allé chercher le modèle dans le dépôt sur Hugging Face et il l'a chargé localement. Voilà, très bien. Et donc vous avez la description du modèle ici, hein. Donc il faut vraiment le lire en détail. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est en anglais, très bien, et basé sur PyTorch. Après, il y a d'autres éléments, voilà. Mais il faut lire en détail, hein. Et vous avez des cas d'usage que je vais essayer de reproduire ici, justement. Ok. Très bien. Alors, ce modèle pour entraîner, il le charge, il le met sur votre disque. Du coup, à la prochaine utilisation, regardez, je charge et c'est extrêmement rapide.
Alors, regardons où est-ce qu'il l'a mis, en fait. Ça, c'est très important, ça, hein. En réalité, bon, il est pas là, c'est pas là que je vais vous le montrer, c'est celui-là plutôt. Il l'a mis dans un répertoire cache, cache sur mon disque dur. Vous avez vu, hein? Users, très bien. Rico, c'est moi. Point cache, voilà. Et dans point cache, il a créé un sous-dossier Hugging Face. Et dans Hub, il a mis les différents modèles. Alors ça, c'est pour tout à l'heure. C'est pour le sentiment analysis. Je vais faire une vidéo tout à l'heure, cet après-midi, là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Très bien. Et en allant dessus, voilà, j'ai différentes informations, et notamment le snapshot. J'ai vu le modèle préentraîné qui fait justement les poids du modèle, hein, qui font, ben, le fichier fait 1 giga 4 à peu près, 1 giga 3. Voilà. Donc c'est pour ça que le chargement a été super rapide là, hein. Mais la première fois, il va aller sur Internet et charger 1 giga 3 sur le site de Hugging Face, hein. Encore une fois, Hugging Face, c'est un site où vous avez plein de modèles préentraînés qu'on peut utiliser à notre guise. C'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. On est d'accord là-dessus. Très bien. C'est devenu une référence aujourd'hui, hein. Vous connaissez pas Hugging Face, faut se poser des questions, hein. Les étudiants, là, je leur parle, hein. Voilà, il faut absolument qu'on ait une expertise là-dessus et qu'on fasse différents essais. On est d'accord. Bien. Alors, une fois que c'est fait ça, j'ai fait quelques essais. Donc, je suis allé sur le site de Roberta Largemanelli, le modèle préentraîné, et j'ai essayé de voir, voilà une phrase en question. Un, deux pour voir le monde. Est-ce qu'il s'agit de travel, de cooking et de dancing? Voilà. Et il le charge et il dit, ah, que ça, vous avez bien vu, hein, là, il y a fonction de transfert softmax, hein, parce que la somme des probas fait un. Oui, d'accord. Et il dit, la réponse la plus probable, c'est travel. Hein. Là, j'ai pris un autre tuto cette fois-ci, qui est celui-là, que j'ai trouvé pas mal. J'en ai cherché plein, hein. Bon, ils sont plus ou moins de qualité, enfin bref, très bien. Celui-là, il est pas mal parce qu'il est très schématique. Il est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais j'ai repris cet exemple ici et surtout, ça m'a permis de voir les aspects importants. Donc, il est là, l'adresse est là, hein. Vous avez l'adresse là. Très bien, usine Temps-sur-Mer, c'est un bloc qui très bien. Ok. Voilà, donc je suis allé voir ça, donc j'ai essayé de reproduire, vous avez le texte qui est là, voilà. Est-ce qu'il s'agit de science? Est-ce qu'il s'agit d'histoire ou de sport? Et il a fait calculer, il dit, il y a 84% de chances que ce soit de la science. Bon, ça m'a permis de savoir aussi comment accéder aux différents résultats. Donc, il met en première position la classe la plus probable et la proba associée. Vous avez bien vu, hein. Quel que soit l'ordre qu'on a mis ici, en réalité, bon, là, pour le coup, on dirait que c'est le cas, mais en fait, il met toujours en première position la classe la plus probable et la proba associée. Voilà ce qu'il va faire en réalité. Donc, si c'est cooking, la classe la plus probable, il l'aurait mis en première position et la proba associée. C'est important de savoir ça, hein, parce que sinon on se dit, ok. Alors, plus intéressant, ça c'est décrit sur le site de Roberta, là, Roberta Emenelli, là, Large Emenelli. Ils disent, bah on peut pas, il y a des problèmes de genre. Voilà, ce qui est décrit ici. Voilà, très bien. Ok, et voilà un exemple ici, hein. Ils disent que le directeur, le grand patron, a une poignée ferme, genre à la Valardi, si vous voulez. Ceux qui connaissent la BD connaissent très bien Valardi et sa poignée très ferme, hein, de JG, hein, Joseph Gillin. Très bien. Et est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'on parle d'un homme ou d'une femme? Bon, très bien. Bon, un directeur, c'est souvent un homme, j'imagine, hein. Mais ça, tu vois, enfin, ça, c'est, on dit qu'il y a un biais de genre. C'est pas l'IA qui a un biais de genre. L'IA, c'est juste une mécanique mathématique qu'on applique en informatique, si vous voulez. C'est les données qui ont un biais de genre. Donc, les biais qu'il y a, biais racistes, sexistes, tout ce que vous voulez, qu'on voit dans les documents accessibles en ligne, forcément sont reproduits quand l'IA, parce que lui, il reproduit purement et simplement. Il cherche des régularités et il essaie de les reproduire. C'est ça que fait les algos de machine learning. Donc, si les documents sont foireux, forcément l'IA est foireuse. Hein. Le modèle est foireux, on est d'accord là-dessus. Donc, c'est pas la faute du modèle, c'est pas la faute des mathématiques et de l'informatique, on est bien d'accord. C'est la faute des documents originels. C'est ça l'idée, hein. C'est ça, hein. Parce que j'entends des choses par l'IA et machin, l'IA. Déjà, l'IA, il faut savoir ce que c'est exactement, parce que des fois, on ne sait pas très bien. Des fois, j'ai des doutes, hein, quand j'entends les gens parler. OK. Alors, bon, cet exemple-ci, on va voir qu'il va dire que c'est un homme, OK. Mais moi, j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé, c'est que on peut contextualiser le classement. Donc, il y a une fonctionnalité supplémentaire qui me paraît pas mal, c'est que, donc là, c'est le texte à classer, là, c'est les étiquettes possibles, et là, c'est, on peut contextualiser le, le classement.
Voilà. Et là, ici, la contextualisation, c'est de dire que ce document parle de profession. Voilà. C'est pas mal, ça, hein. Ça permet d'affiner, hein, le traitement que vous allez mettre par ailleurs. Alors, j'ai fait des tests par la suite, hein. Voilà, bon, ça marche plus ou moins. Mais bon, ça change en tout cas les résultats. Donc, il en tient compte. Après, comment le spécifier au mieux, ça reste une histoire pas évidente du tout, hein, voilà. Mais bon, donc bon, le biais du genre, on le voit bien. Il dit que c'est un homme. Directeur, forcément, c'est un homme. C'est les documents qui le disent, hein. Ok, bon, ça c'est une chose. Mais moi, surtout, je vois ici que on peut contextualiser, voilà, pour affiner les résultats. Voilà. Et il y a un paramètre supplémentaire qui est là. Alors, pour voir l'ensemble des paramètres, il faut regarder dans la documentation des Transformers, hein. Qu'est-ce qu'il y a quand vous créez un modèle, un pipeline, voilà, de zero shot classification, hein. Quand vous créez un pipeline de zero shot classification, voilà, très bien. Quels sont les paramètres possibles? C'est ça l'idée qu'il faut voir. Ok. Alors, je me dis, ok, très bien, ça marche, hein, mais bon, si on fait des expérimentations plus larges, est-ce que ça classe vraiment bien? Donc, j'ai pris la base IMDb, tout simplement, hein. Puis j'ai utilisé par ailleurs, hein, cette base-là, par exemple, j'ai utilisé dans celui-là, hein. Voilà. Text mining avec Canteda sous R à l'époque, sous R, très bien, hein. Voilà, j'avais utilisé cette base IMDb où l'idée, c'est de voir les appréciations par rapport à un film. Donc il y a deux informations possibles par film, voilà. Il y a les commentaires qui étaient faits sur le film, voilà. Et ici, la teneur de l'avis. Donc qui est soit soit j'aime pas, like ou dislike. On est d'accord là-dessus. Et en fait, le choix du terme est important pour qu'il puisse faire l'association entre la classe, d'une part, et le commentaire, d'autre part. C'est essayer justement de faire prout, pas prout. On s'amuse comme on peut, hein. Vu le temps que j'ai passé à essayer de, déjà, rien qu'installer les librairies, ça m'a pris il y en a un autre, je vais faire un tutoriel, incessamment sous peu, où j'ai passé presque une journée à installer les librairies que j'ai jamais réussi à faire. Du coup, je me suis rabattu sur Google Colab, où là, ça a forcé d'être très rapidement. Très bien. Mais bon. Donc, voilà. Et donc, j'ai essayé de mettre, quand c'est positif, de dire pas prout, et quand c'est négatif, de dire prout. Bah là, il marche pas, parce qu'il n'arrive pas à trouver l'association. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule tout simplement des vecteurs numériques, des embeddings, si vous voulez, et il regarde l'association entre la description de texte, si vous voulez, les commentaires, et la classe. Voilà. Et il fait l'association entre les deux. C'est aussi bête que ça. Alors bon, du coup, je vais quand même charger, hein. Donc là, j'ai chargé les documents, vous avez vu, hein, très bien. Et l'idée, justement, oui, oui, du coup, comme je suis passé un peu vite là-dessus, l'idée, c'est de trouver, c'est de classer, de voir s'il classe bien. Est-ce qu'il arrive à lire les commentaires et à les classer de la bonne manière sur l'avis qui a été donné, sur la teneur de l'avis qui a été donné. Trouver l'association entre la classe d'appartenance qui est là et l'avis qui est là. On est bien dans le cadre du traitement statistique des données textuelles, hein. On est bien d'accord là-dessus. Bien. Alors, j'ai chargé la base, voilà, il y a 100 individus. J'ai mis 100 seulement, pourquoi? Parce que c'est très long, les calculs. Donc, du coup, j'allais faire une pause d'ailleurs. Voilà, mais bon, 100, ça permet déjà d'avoir une certaine idée. J'affiche les premières lignes. Vous avez bien les avis qui sont là. Vous avez les commentaires. Et l'idée, c'est de faire l'association entre les commentaires et les avis. Voilà. Et la distribution des avis, il y a 51 avis like et 49 avis dislike, puisqu'il y a 100 individus en tout, hein, 100 documents en tout dans notre corpus. OK. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai essayé d'appliquer à plus grande échelle le classement de chaque document. Et ici, donc, j'ai mis les labels possibles. Les labels possibles, il y a like et dislike. OK. Ensuite, j'ai créé ici je vais lancer tout de suite, hein. Voilà. J'ai créé ici une liste dans laquelle vont être collectées les prédictions du modèle. Très bien. Et j'itère sur l'ensemble des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle classifier, qui est le pipeline, hein, qui est le pipeline, en fait, qui a été défini avec GiroShot classifier. Je lui passe le document. Voilà, très bien. Et je lui indique les labels possibles. Et j'ai une prédiction et je prends le label 0. La première, hein. En fait, il met en première position celle qui a la classe la plus probable. Très bien. Donc, ici, à la sortie de la boucle, j'ai une liste de prédictions où j'ai like, dislike, ainsi de suite. Bon, tout simplement, cette liste de prédictions, je la mets sous forme de vecteur NumPy et j'affiche les 10 premières. Alors, ça prend temps un peu, ça prend du temps encore un peu, mais bon, voilà, j'en ai mis que 100 pour que ce soit rapide, justement.
Alors j'ai un deuxième commentaire, mais ça je l'avais déjà dit, mais je répète beaucoup là-dessus. Le choix des noms des classes est très important pour qu'ils puissent faire l'association entre les documents et la catégorie. J'ai essayé, hein, j'ai fait prout et pas prout. Là j'ai mis pas prout et là j'ai mis prout. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce qu'en réalité, bah non, il n'arrive pas à calculer. Quand il calcule les vecteurs et tout ça, qu'il calcule l'association, bah il est totalement à l'ouest en réalité. Donc le zéro shot classification marche plutôt bien. On va voir, hein, on s'éloigne du hasard. Là, le hasard, c'est 50%. Hein, il y a moitié-moitié. Très bien. On va s'éloigner significativement du hasard. Mais ça marche bien parce que les noms des classes ont été choisis de manière judicieuse. Donc, le choix du nom des classes joue beaucoup ici en réalité. C'est ça que j'ai compris finalement. Hein. Parce que j'ai regardé en détail, ça me paraissait extraordinaire, mais je me suis rendu compte que quand ils calculent les embeddings, en réalité, bah, le choix des noms des classes, là, il faut vraiment être extrêmement vigilant et choisir de manière judicieuse le bon nom des classes. Bon, normalement, il doit avoir fini là. Hein. Ça prend un peu de temps, mais bon, ça doit aller ici. Ah, c'est un peu plus long parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Je me disais pourquoi ça peut être long. Du coup, je vais suspendre un peu la vidéo alors. Voilà. Et je reprends la main quand il a fini. Me voici de retour. Ça y est, il a terminé. Vous avez bien vu, hein, et on a les prédictions qui sont là. OK. Alors, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais la matrice de confusion entre les avis observés, hein, c'est la première colonne qui sont là, et les avis prédits par le modèle. Et ça marche plutôt pas mal. Oui, d'accord là-dessus, hein. Bon, je calcule ici, voilà, on a un accuracy de 85%. Hein. Donc 85 des commentaires ont été classés correctement. Voilà. On a attribué la bonne classe, si vous voulez, la bonne étiquette. Ça marche plutôt bien. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est ce que je mets ici en commentaire, comme du coup vous aurez le notebook en ligne. Essayez de mettre des noms totalement bateaux là. Hein, mettez, je sais pas, Tarzan et Hakim, ou je sais pas, je sais- Zambla, ou je sais pas, hein, des trucs totalement à l'ouest. Voilà. Et vous allez voir qu'il a du mal. Parce que quand il va calculer les embeddings, bah, ça lui pose un vrai souci en réalité. Voilà. Donc, le zéro shot de classification fonctionne bien pourvu que on choisisse de manière judicieuse les noms des classes. C'est ça la vraie conclusion de cette histoire. Hein, voilà. Mais voilà, je vous enjoins à regarder ici. Il y a une page aussi Wikipédia sur le GeoShot. Donc regardez et ça vous permet de voir, de regarder tout ça. Sachant que un peu plus tard, là, je vais faire une autre vidéo sur le fish shot, cette fois-ci classification, où on lui donne quelques exemples quand même pour qu'il puisse affiner, mais avec une autre librairie. Et là également, on verra que le choix de la librairie est très important. Donc, un, GeroShot, c'est comme du transfert application. J'ai un modèle construit dans un domaine, je l'applique dans un autre domaine. Donc là, c'est des individus, c'est transfert d'application. Très bien. En utilisant des modèles préentraînés, il y en a d'autres, il y en a plein de modèles préentraînés sur Hugging Face. Hugging Face. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Très bien. Et ça marche plutôt pas mal. Je l'ai appliqué à plus grande échelle ici sur les classements des commentaires de films sur IMDb. Mais ça marche plutôt pas mal parce que le choix des noms des classes doit être choisi de manière judicieuse. Voilà la principale conclusion. Ok. Alors, pour aller plus loin, j'ai essayé de voir la contextualisation. Voilà, avec l'hypothèse template. Mais bon, quelle que soit la tentative que j'ai faite, ça n'a pas marché et même ça a dégradé les résultats. Donc c'est une option qui existe, qui est pas mal. Dans l'idée, ça l'est pas mal, mais il faut savoir la manipuler également de manière judicieuse ici. Ben, je vous laisse tester par vous-même. Hein. Mais bon, c'est une possibilité qui existe. Voilà. Très bien. Donc on va essayer de voir ça dans nos TD un de ces jours. Excellent travail à tous.